Alors, on va aujourd'hui voir les procédures et audits du cycle vente client. Donc, cette présentation va porter sur un cycle très important pour l'entreprise qui permet la croissance à l'entreprise et également, si vous voulez, à traversant l'évolution, c'est pas l'évolution, mais on va dire l'accroissement perpétuel de son chiffre d'affaires. Donc, il est très important que les procédures opérationnelles du cycle de vente soient sous contrôle pour ne pas entraîner des défaillances significatives qui peuvent aller jusqu'à la faillite de l'entreprise et également sa disparition. Donc, cette présentation va s'articuler autour de deux volets suivants. D'abord, il faut revenir sur la connaissance générale du cycle de vente client parce qu'on ne peut pas évaluer le contrôle interne concernant un cycle particulier sans prendre connaissance des différentes opérations, des procédés et l'environnement externe, par exemple, de cette entreprise. Et donc, ça va être le premier point. Et le deuxième point, ou bien le deuxième volet, ça va concerner l'évaluation du contrôle interne du cycle vente client. Donc, si on va commencer par le point de connaissance générale du cycle de vente. Donc, comme vous le savez, l'auditeur ne peut auditer ou bien commencer à auditer une entreprise sans passer par la première phase qui est la phase de prise de connaissance. Cette phase lui permet d'acquérir une connaissance d'abord des opérations, aussi de la revue des procédures mises en place, la mise en œuvre des contrôles substantifs et la mise en œuvre des contrôles substantifs sur ces comptes. Donc, cette prise de connaissance permet à l'auditeur de mener une analyse pertinente des différentes opérations qui sont réalisées au cours de l'exercice audité. Donc, cette prise de connaissance va couvrir les points suivants, à savoir les opérations d'abord, deuxièmement, l'environnement externe, troisièmement, l'organisation interne, quatrièmement, les méthodes et les principes comptables. Je ne vais pas dire cinquièmement, mais concernant le cinquième point, ça porte sur les techniques utilisées pour collecter ces informations. C'est pour ça que je les ai appelées point 5, les techniques d'audit utilisées. Donc, si on va reprendre le premier point qui est qui porte sur les opérations. Donc, il est très important de connaître les produits, d'abord les produits commercialisés par l'entreprise. Il faut connaître leur nature. S'agit-il des biens matériels, des prestations de services, location ou autre chose? Il faut connaître leur provenance. Ce sont des marchandises achetées, c'est-à-dire c'est une entreprise commerciale, ou production, c'est une entreprise industrielle, ou elle fait de la sous-traitance. Également, il faut connaître les procédés de vente utilisés par l'entreprise. L'entreprise utilise-t-elle une vente directe sur commande avec livraison? Elle fait une vente en magasin? Fait-elle une vente par représentant? Fait-elle une vente par réseau de distribution ou par correspondance? Il y en a bien d'autres procédés que l'entreprise peut utiliser. Donc là, lors de la phase de prise de connaissance, il faut connaître d'abord les produits commercialisés, les procédés de vente utilisés, et là, ça représente l'activité principale. Concernant les activités annexes, qui représentent des produits accessoires, dans ce cas, on va se trouver, est-ce que l'entreprise elle fait du prêt de matériel? Est-ce qu'elle fait de la consignation? Est-ce qu'elle fait du transport? Ça génère pour l'entreprise des flux, enfin, on va dire, pardon, pas des flux, mais on va dire de l'argent, mais elle peut représenter quand même une activité annexe ou un produit accessoire pour l'entreprise. Ça, c'est concernant les opérations. Pour l'environnement, comme deuxième point, l'environnement externe. Donc là, comme on a dit avant, l'auditeur doit connaître le partenaire, son partenaire. Le partenaire ici dans le cycle qu'on est en train d'étudier, c'est le client. Donc, il faut connaître le volume des affaires, c'est-à-dire la taille, secteur, qu'on peut qualifier la typologie financière
de ses clients. Il faut connaître, s'agit-il des intermédiaires divers, c'est-à-dire là, il faut connaître les relations contractuelles, le mode de rémunération, le mode de rémunération. Il y a des entreprises, par exemple, qui font, comment dirais-je, qui n'accordent pas de crédit, ou bien ils ont plafonné la durée, ou bien le- la durée de crédit. Elle ne dépasse pas 15 jours, elle ne dépasse pas un mois, bien que la norme, bien, le crédit peut être accordé jusqu'à 90 jours. Mais il y a des entreprises qui refusent, parfois ils exigent le paiement au comptant. Pour certains clients, elle peut accorder jusqu'à 15 jours, jusqu'à un mois. Donc là, c'est très important de connaître les partenaires et aussi les partenaires de l'entreprise qui sont les clients et leur mode de rémunération. Également, il faut aussi connaître les marchés sur lesquels intervient l'entreprise. Également, il faut connaître le cadre législatif et réglementaire qui s'applique aux opérations réalisées par l'entreprise. Ça, c'est aussi un élément très important parce qu'une entreprise qui se trouve au niveau de la zone, par exemple, de Tanger, c'est pas la même chose qui se trouve, c'est pas comme celle qui se trouve au niveau de Casablanca ou qui se trouve au niveau je dirais, d'Agadir ou autre. Une entreprise qui se trouve, qui a sa production, c'est-à-dire sa vocation, c'est pour l'export, c'est pas la même chose que celle pour la liquidation de son produit sur le marché local. Donc ça, c'est très important d'identifier, bien de connaître le cadre législatif et réglementaire qui touche ou bien qui réglemente les opérations réalisées par l'entreprise. Pour l'organisation interne, comme on a dit, parmi les principes du contrôle interne, un bon contrôle interne, c'est une organisation claire et formalisée. Donc là, l'auditeur doit s'intéresser à l'organisation de l'entreprise, notamment aux services intervenants, les opérations du cycle et à leur place dans l'organisation générale. Et donc là, on peut dire la bonne organisation, ce qui est général, c'est pas ce qui est généralement on peut trouver au niveau des entreprises, mais ce qui est idéal de trouver dans les entreprises, on va trouver les fonctionnels qui est suivante. La définition de la politique, la fonction de la définition de la politique de vente. Et vous savez très bien que la définition de la politique de vente, elle, elle relève du domaine de la direction générale, parce que c'est elle qui est chargée de définir la politique stratégique de l'entreprise. Et cette politique générale, par exemple de vente, elle doit comprendre les grandes lignes suivantes. D'abord, définir les tâches de chaque unité par rapport aux objectifs fixés. Ensuite, prendre connaissance des besoins des clients, veiller à la satisfaction des bons de commande des clients, ou bien tout simplement dire veiller à la satisfaction du client, s'assurer de la qualité et la disponibilité des biens et les services fournis pour ses clients. Ça, c'est pour la première fonction et qui reste dans le une fonction qu'on peut l'intégrer au niveau du top management. Une autre fonction, toujours dans si vous voulez, dans les processus pilotes, on va se trouver avec la fonction budgétisation des ventes. Donc, la budgétisation des ventes, comme vous le savez, elle reprend les opérations de prévision de vente, c'est-à-dire en données quantitatives et prix. Bien sûr, elle peut être déterminée en revenant sur le contexte, c'est-à-dire sur le marché et sur les années antérieures, bien les réalisations de l'entreprise dans les années antérieures. Et comme vous le savez, que le budget de vente, c'est un budget qui conditionne largement les autres budgets, partant du budget de production, d'approvisionnement, de trésorerie, etc. La fonction agrément des clients, pardon. Elle regroupe les opérations d'autorisation des crédits, bien sûr, qui est assurée par un responsable, un responsable on ne va pas dire défini, mais plutôt un responsable désigné par la direction générale, qui chapeaute elle-même cette direction, elle chapeaute, si vous voulez, ce service, bien sûr, qui peut le suivre, c'est-à-dire dépassant certains montants. Donc, on peut revenir à la direction générale. La quatrième fonction, c'est la réception, acceptation, la réception, bien sûr, du bon de commande,
et son acceptation. Donc, elle reprend les opérations de centralisation, comme c'est de la même manière que l'opération d'achat, c'est-à-dire il faut désigner un service là où ça centralise la réception des bons de commande. Et également, on va se trouver avec l'approbation par des responsables qui sont définis par la direction et bien sûr, là où on a fixé des montants de commandes qu'on ne peut pas dépasser. Alors, pour la fonction traitement de la commande, donc c'est une fonction euh, qui, qui commence par, si vous voulez, qui regroupe les opérations suivantes: déstockage, emballage et le chargement. C'est-à-dire le chargement pour qu'il arrive pour que ça soit préparé à la sixième fonction qui est la livraison de la commande pour que le produit ou la marchandise ou la fourniture ou les prestations de services soient réalisées auprès du client. Il y a la fonction comptable. Pour la fonction comptable, vous savez très bien que le cycle de vente, il touche plusieurs comptes. Généralement, ils sont regroupés dans la classe 7 et 3. Bien sûr, on peut trouver d'autres comptes qui peuvent être mouvementés, tels que le compte transport sur vente, qui représente une charge, mais quand même, c'est une charge transférée pour le client. Et ça, c'est un compte qui peut être mouvementé dans le cas où il y a une sous-traitance de la livraison ou bien du transport à une société de transport et que le transport n'est pas effectué par l'entreprise elle-même, sinon ça va être considéré comme étant un produit accessoire. Bien sûr, les écritures comptables, elles sont constatées depuis l'engagement des dépenses jusqu'au règlement définitif des clients. Et donc, à partir de là, donc, on sait très bien que toutes les opérations et les éléments liés à l'opération du cycle d'achat doivent être plutôt de vente, ils doivent être enregistrés. La fonction octroi d'avoir au client. Donc, vous savez très bien que la réception ou bien la livraison de la marchandise ou le produit ou la fourniture, il n'est pas toujours, c'est-à-dire le client n'est pas toujours satisfait. Dans le cas où il y a insatisfaction, elle peut entraîner un retour de marchandise, donc ce qui donne droit à établir une facture d'avoir. La facture d'avoir peut également se déclencher ou bien être établie dans le cas où il y a des erreurs dans la facture doit, c'est-à-dire le client il reçoit la facture, mais l'entreprise réalise par la suite qu'elle a effectué une erreur, soit dans le calcul arithmétique, dans le taux de TVA par exemple appliqué. Dans ce cas, elle établit une facture d'avoir de redressement des erreurs de facturation. Également, parfois, on peut envoyer la facture doit sans qu'elle contienne des réductions, parfois réductions commerciales. Et donc, comme geste par l'entreprise, elle peut envoyer une facture à voir qui peut se limiter à une réduction commerciale faite pour l'entreprise, pour son client. Donc là, ce sont les trois cas là où on peut se trouver avec une facture d'avoir. Pour la fonction établissement des règlements des clients, donc encaissement des règlements des clients, donc là c'est après échéance ou le paiement au comptant. Dans ce cas, on peut se trouver avec cette fonction. Donc, elle concerne, comme on vient de dire, les opérations d'encaissement et de règlement. Et donc, comme on a dit, soit suite à l'échéance du crédit accordé au client, soit lorsqu'il va y avoir le paiement au comptant. La dernière fonction, c'est la fonction du suivi des créances et recouvrement. Vous savez que c'est pas toujours l'entreprise peut exiger le paiement au comptant pour ses clients. Donc, généralement, elle leur accorde des crédits. Des crédits qui ne doivent pas généralement dépasser 90 jours. Donc,
donc là, il faut, il faut, il fallait avoir cette fonction, bien sûr, qui porte sur des opérations de surveillance, des échéances de règlement et dont également de relance des clients en cas de retard de paiement. C'est-à-dire là, avant d'arriver à l'échéance, donc elle peut inclure des opérations qui portent sur la relance des clients et parfois même, dans le cas de non-paiement, elle peut déclencher des actions judiciaires, bien sûr, à l'encontre des clients particulièrement défaillants, bien qu'ils connaissent des difficultés financières. Alors là, comme on a dit tout à l'heure, dans le cadre de la prise de connaissance, donc l'auditeur doit connaître les méthodes et les principes comptables appliqués à ce cycle de vente. Donc, il doit prendre connaissance déjà au fait générateur du transfert de la propriété. Donc, est-ce que ça se fait, euh, c'est-à-dire la propriété, la décharge de l'entreprise du produit ou bien de la marchandise s'effectue euh, du départ de l'usine, ou bien c'est de la livraison à domicile. Dans ce cas, soit le transport il est à la charge de l'entreprise, ou bien elle est à la charge du client. Les méthodes de calcul de dépréciation des créances clients. Et c'est très important parce que là, vous savez qu'on parle des créances de l'entreprise, on parle des recettes de l'entreprise. Donc là, l'entreprise doit, comme on a dit, parmi les fonctionnalités qu'on a citées tout à l'heure, donc elle doit porter attention au crédit accordé au client. Donc, elle doit suivre et elle doit suivre de près et relancer également les clients avant l'échéance. Et donc, elle doit, c'est-à-dire, elle doit vérifier, on va dire, elle doit, euh, euh, elle doit, comment dirais-je, euh, elle doit être en veille en cas de dépréciation, c'est-à-dire dépréciation ou de défaillance, des faillites, pardon, c'est pas de défaillance, mais plutôt de faillite ou bien de problèmes financiers de ses clients. Et à partir de là, donc, on doit revoir les méthodes de calcul. Elles sont correctes et elles sont très précises pour effectivement déterminer la valeur de dépréciation des créances des clients de l'entreprise. Également, les principes de comptabilisation retenus pour un point important pour les créances en devise. Là, les créances, pas toujours se font en monnaie nationale, elles peuvent se faire en devise. Dans ce cas, quels sont les principes de comptabilisation retenus? Aussi pour les retenues de garantie, comment, euh, comment l'entreprise procède-t-elle comptablement? Ça concerne, si vous voulez, l'ensemble, la prise de connaissance du cycle vente client, vente client. Donc maintenant, comment peut-on collecter ces informations qui nous permettent de connaître ce cycle? Certainement, on ne peut pas faire abstraction de tout ce qui concerne les entretiens et les interviews qui peuvent être menées auprès de la direction et auprès des responsables concernés. Mais à ce niveau, donc, ils doivent être complétés par une autre technique qui s'avère très importante, c'est la procédure analytique. Quand vous savez très bien cette méthode ou bien cette technique, pardon, elle permet de suivre l'évolution des comptes dans le temps. Alors, parmi les documents qui doivent être mis à la disposition de l'auditeur pour connaître l'entreprise de façon générale et précisément du cycle audité, donc il faut lui remettre les états de synthèse. Parce que là, l'objet de l'auditeur, c'est quoi? C'est certifier les comptes de ce cycle. Et donc là, l'auditeur doit, euh, doit faire appel à la procédure analytique. Donc cette procédure analytique, elle permet à l'auditeur de prendre connaissance de l'activité,
de ses principales opérations et également les opérations particulières de l'exercice audité, et cela se fait par une revue indiciaire des comptes de vente. Donc, cette technique permet d'obtenir des explications sur les principales évolutions, les procédures analytiques comportant les travaux suivants. Donc, quelles sont ces procédures analytiques? C'est l'établissement d'un comparatif avec les données antérieures. Donc, bien sûr, on va prendre les états de synthèse de 3 ans, voire 5 ans, des comptes généraux, c'est-à-dire on reste dans ce qui est global. Et là, on fait un comparatif entre les comptes clients et les comptes qui se trouvent au niveau du bilan et ceux qui se trouvent au niveau du CPC, c'est les ventes. Et donc, il faut procéder à un rapprochement, c'est-à-dire là, il faut faire c'est-à-dire un graphe, l'évolution dans le temps, et rapprochement également des totaux obtenus des comptes clients et ventes. Et sans, bien sûr, on ne peut pas trouver la même valeur qui figure au niveau des ventes également au niveau du compte client. On sait très bien que les ventes ils sont toujours enregistrées en hors taxe et les clients sont en TTC. Dans ce cas, il faut multiplier par le taux de la TVA pour qu'on puisse trouver le rapprocher au compte client. Alors, également, on peut faire la réalisation d'une analyse comparative des ventes. Bien sûr, dans ce cas, ça ne va pas se limiter là, parce que l'entreprise, elle peut avoir un portefeuille diversifié. Également, elle peut intervenir dans plusieurs zones. Sur le territoire ou ailleurs du territoire. Donc là, il faut procéder à analyse comparative par zone de vente au niveau local, donc sur le territoire ou au niveau international si une entreprise a fait de l'exportation. Également, une analyse comparative des ventes qui doit se faire par type de produit, parce que l'entreprise peut avoir une diversification de produits. Donc, parfois, si on prend le chiffre d'affaires tel qu'il est global, enregistré au niveau du CPC, sans préciser ou bien sans déterminer les composantes de ce chiffre d'affaires, donc on peut croire que l'entreprise, par exemple, dans le cas où elle fait une diversification avec l'arrivée d'un nouveau produit, on peut constater qu'il va y avoir une augmentation du chiffre d'affaires. Donc, on peut croire, c'est-à-dire, mais on n'a pas le fait qu'on n'a pas une idée sur le nouveau produit. Par exemple, offert par l'entreprise. Donc, on peut dire que l'entreprise, elle a réalisé on peut constater une évolution du chiffre d'affaires. Alors, on peut carrément passer dans l'analyse à côté parce qu'on n'a pas une visibilité sur les nouveaux produits ou bien les différents types de produits offerts par l'entreprise. C'est pour ça, il faut, dans l'analyse comparative, il faut que ça soit fait par type de produit, en volume et en valeur. Et c'est très important, comme je vous ai dit, dans le cas où on assiste à une diversification des produits. Bien sûr, cela, il faut le comparer avec les années antérieures, précédentes, les années précédentes. Donc là, que ce soit, on peut aller jusqu'à 3 ans, comme on a dit tout à l'heure, jusqu'à 5 ans. Également, il faut faire un examen de l'évolution des créances et des provisions. Là, justement, parce qu'on doit déterminer le poids des créances douteuses. Et donc, cela se traduit par le calcul de 2 ratios. Le premier ratio, c'est les créances douteuses sur le total des créances clients, c'est-à-dire là, il faut voir la valeur, le poids des créances douteuses, c'est-à-dire ou bien les dépréciations des créances ou bien les créances qu'elle a perdues l'entreprise. Et également, un autre ratio, c'est les provisions douteuses sur l'ensemble des créances douteuses. Donc là, pour voir, est-ce que également, c'est pour avoir une visibilité sur la méthode ou la technique de calcul des dépréciations des créances. Et là, justement, pour revenir, parce que parfois, parfois que le client il va nous couvrir 80% par exemple de la créance et on peut constater que 20% de provision.
Alors que en réalité, il se peut que l'entreprise ne peut recevoir que 50% ou moins. Et dans ce cas, ça va être une créance perdue pour l'entreprise. Elle va être lésée deux fois, fiscalement et également, elle ne peut pas le récupérer comme étant une charge, c'est-à-dire, je ne veux pas dire une charge, mais plutôt elle ne peut pas le récupérer au niveau de c'est-à-dire l'assiette fiscale, c'est-à-dire comme étant une dotation aux provisions. Alors là, c'est la phase de prise de connaissance, elle prend fin. Donc maintenant, on va passer à l'évaluation du contrôle interne du cycle de vente. Et donc, vous savez que comme on n'a pas un exemple palpable, qu'on va le voir au niveau des études de cas, donc là, on va essayer de décrire les objectifs d'un bon contrôle interne. Et bien sûr, les principaux éléments qui permettent de les atteindre pour chacune du processus de vente suivant. Donc, il y a l'acceptation, le traitement, l'exécution de la commande, la facturation, l'enregistrement des factures sur le journal des ventes dans les comptes clients et dans le compte TVA sur vente, le suivi des comptes clients et l'information et le contrôle de cette information. Bien sûr, le bon contrôle, dans le cadre d'un bon contrôle, on rencontre généralement les services suivants. Là où il faut respecter le principe de séparation des fonctions. Il ne faut pas qu'une seule personne cumule plusieurs fonctions en même temps parce que elle peut être, si vous voulez, les anomalies significatives peuvent être très présentes dans le cas où il y a chevauchement des fonctions ou bien cumul des fonctions. Alors, on les a regroupés, les services qu'on a vus tout à l'heure, donc on les a regroupés en trois. En trois, d'abord, on va commencer par l'acceptation et le traitement des commandes. Donc, l'objectif du contrôle interne, c'est quoi? C'est garantir que toutes les commandes sont traitées rapidement. Dans ce cas, il faut que ça soit, vous savez que ce service, il va recevoir des commandes, soit oralement, soit par téléphone, soit par email, ou bien on voit par un bon de commande. Donc, c'est une pratique qui permet d'entretenir de bonnes relations avec les clients. Et bien sûr, s'ils ne sont pas traités rapidement, donc soit on peut perdre des clients, soit suite à des oublis, soit dans le cadre de non-rapidité de traitement. Donc, ça va entraîner, comme j'ai dit, le mécontentement des clients. Donc, la deuxième condition, c'est que les conditions de la commande sont acceptables. Et à ce niveau, il faut vérifier toujours que le client est solvable. Donc là, avant d'accepter une commande, il faut s'assurer que le client va payer cette commande. Et également que le prix offert et les délais de paiement doivent être acceptables à l'égard de la politique de la société. Parfois, le prix offert, il est accepté, mais le délai de paiement, il est trop lent, donc on peut rejeter ou bien on peut refuser la commande. Que les marchandises commandées sont-elles en stock? Parfois, le délai, par exemple, de livraison accordé par le client, il n'est pas suffisant. Dans ce cas, on ne peut accepter parce que la marchandise, elle ne se trouve pas dans les stocks. Et surtout lorsque, par exemple, l'entreprise, il s'agit lorsqu'on parle de marchandises, dans le cas, on est dans une entreprise commerciale. Donc là, si elle n'est pas dans les stocks, donc on doit s'approvisionner. Mais entre le délai d'approvisionnement c'est-à-dire l'arrivée de la marchandise chez l'entreprise et son transfert pour son client, c'est pas suffisant. Ça rime pas avec le délai accordé par le client. Donc là, on peut refuser et on ne peut pas accepter la commande. Dans le cas également, parfois, les conditions, lorsqu'il s'agit par exemple carrément des produits, une entreprise industrielle,
par exemple, l'entreprise qui connaît des boycotts de son personnel ou bien un vieillissement de son parc de production, parfois le délai accordé par le client il n'est pas assez suffisant et dans ce cas, elle se trouve dans l'incapacité de répondre convenablement, bien c'est-à-dire les clauses du contrat conclu, qui peuvent être conclues avec le client. Et il faut aussi vérifier que les commandes doivent être, comment les commandes doivent être livrées. Est-ce que le transport il est à la charge du client ou bien le transport il est à la charge du fournisseur, pardon, de l'entreprise elle-même. Donc là, ce sont des conditions qui doivent être vérifiées dès le départ. Donc, pourquoi? C'est pour éviter les risques potentiels suivants. C'est qu'une acceptation des commandes à des conditions financières défavorables peut provoquer des pertes. Dans le cas où, par exemple, si je reviens ici, les prix offerts et les délais de paiement sont acceptables à l'égard de la société. Et dans ce cas, je parle évidemment du risque qui peut intervenir ici, c'est des commandes sont acceptées, mais à des conditions financières défavorables, c'est-à-dire avec un prix inférieur qui est fixé par la direction générale. Et dans ce cas, ça va provoquer des pertes pour l'entreprise. Acceptation des commandes pour des clients insolvables. Donc là, c'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure que parmi les objectifs, il faut s'assurer que le client il doit être solvable. Dans le cas, c'est le risque de non-paiement et une perte de créances carrément, des créances irrécouvrables. Non-transmission d'une commande acceptée. C'est-à-dire lorsqu'il peut y avoir, par exemple, il peut y avoir euh, euh, des retards dans le traitement des commandes. Donc, ça peut provoquer de retards de livraison automatiquement et parfois carrément dans le cas où la commande elle est acceptée, mais elle n'est pas acheminée vers les services d'expédition. Dans ce cas, le retard, il va avoir un retard de livraison. Également, elle peut provoquer parfois des pénalités, parfois même qui peuvent aller au tribunal et on se trouve avec des litiges. Alors, pour faire face à ces risques, dans ce cas, il y a bien sûr des procédures de contrôle qui doivent être prises ou bien qui doivent être mises en place. Dans ce cas, il faut définir le pouvoir pertinent d'acceptation des commandes. Comme on a dit, il faut faire la centralisation du traitement, de traitement et l'acceptation des commandes. Donc, il doit se faire par une personne nommée par la direction. Il faut établir une enquête préliminaire sur la solvabilité des clients. Donc, il faut connaître la situation financière des clients avant de leur accorder, avant d'accepter leur commande. Et dans ce cas, l'entreprise doit alimenter ces informations. Et si vous voulez, c'est la banque de données qui peut alimenter l'entreprise par des informations sur les clients. Également, il faut, comme vous savez, l'entreprise dispose toujours d'une liste de fournisseurs et de clients, donc il faut mettre à jour cette liste, surtout pour les clients à risque, et pour éviter l'oubli et le retard de traitement. Dans ce cas, il faut procéder à un enregistrement des commandes. Alors, certainement, ces risques, ils vont peser sur des assertions. Comme on a dit, l'assertion, c'est les critères qui conditionnent la réalité et la régularité et la sincérité des états de synthèse, ça veut dire leur image fidèle. Dans ce cas, comme on le sait, il y a trois catégories des assertions. Alors là, la première, elle porte, c'est-à-dire les assertions d'audit concernées à ce niveau, ils vont porter sur les opérations et les événements. Donc là, ils portent sur l'exhaustivité, donc et l'évaluation. Donc l'exhaustivité de la prise en compte des pertes ou charges relatives aux commandes acceptées, dans le cas où il y a des conditions défavorables. Également, l'exhaustivité de la prise en compte des litiges clients liés au retard ou à un mauvais traitement de commande, dans le cas où il y a des retards de livraison ou carrément de l'oubli dans le traitement des commandes. Dans ce cas, on peut se trouver avec des litiges clients.
Également, enfin, on va se trouver l'assertion qui porte sur l'évaluation, c'est-à-dire la valeur, la mesure des créances des clients présentant un risque de recouvrement. Donc là, la deuxième catégorie, c'est l'émission et l'enregistrement des factures, c'est-à-dire qu'on va se trouver au niveau du service comptabilité, précisément facturation et enregistrement comptable. Alors, l'objectif, c'est quoi? C'est garantir que toutes les livraisons réalisées font l'objet d'un suivi correct et que les factures sont établies, enregistrées correctement et rapidement. Donc, c'est ça les objectifs du service comptabilité. Alors, le risque qui peuvent émerger à ce niveau, bien qui peuvent, les risques potentiels qui peuvent être liés à ces tâches. On peut se trouver avec des livraisons aux clients qui ne sont pas recensées ou bien qui sont retardés en livraison. Bien sûr, cela va provoquer quoi? Va provoquer le retard de la facturation ou carrément son absence. Dans le cas où il va y avoir une livraison retardée, donc automatiquement, il va y avoir un retard de la facturation. Et dans le cas où il y a des livraisons aux clients qui ne sont pas recensées, c'est-à-dire qui ne sont pas ils ne sont pas matérialisés par un bon de livraison. Dans ce cas, on ne va pas émettre une facture automatiquement parce que pour émettre une facture, il faut une pièce justificative d'ailleurs et il faut s'assurer, il faut matérialiser le fait générateur qui est le transfert de la propriété. Bien sûr, il y a un deuxième risque, c'est les factures émises qui ne sont pas enregistrées au journal des ventes. Donc, il y a parfois les factures qui ne sont pas enregistrées dans les factures de vente. Donc là, c'est également, ça peut être un risque. Troisième risque, ça concerne les factures ou les avoirs qui sont émises sans pièce justificative. Donc là, dans le cas de fraude, c'est-à-dire même s'il s'agit euh, même si vous voulez, il y a une livraison, il va y avoir une livraison de la marchandise ou des produits. Normalement, là, il faut que le client doit assurer, il doit signer un bon de livraison comme quoi ce qui lui permet une décharge pour l'entreprise. C'est ce qu'on appelle le transfert de la propriété. Et à partir de là, d'ailleurs qui représente une pièce justificative pour que l'entreprise, pour que le comptable, ou bien pour que le service de la comptabilité puisse faire une facture, établir une facture et par la suite enregistrer. La même chose concernant les avoirs. Il se peut qu'il y ait des retours de marchandises, mais on peut avoir des factures des avoirs qui sont établis, mais ils ne sont pas matérialisés par une entrée réelle dans les stocks de l'entreprise. Et cela c'est parce que c'est volontaire, s'il y a une intention de faire ça, et donc on est dans le cas de la fraude. Alors, pour faire face à ces risques, donc automatiquement, il y a des mesures de sécurité qui doivent être mises en place. À ce niveau, donc, là, il faut que ça soit une numérotation des factures. Donc, on ne peut pas se trouver avec des factures qui peuvent porter le même numéro. Vous savez très bien que pour la comptabilité et pour les opérations de vente, ils sont enregistrés comptablement ou bien le libellé pour les ventes sans les factures, pour plus de précision avec les bons de livraison. Donc, là, il faut procéder à une numérotation des factures et également des bons de livraison. Alors, toujours là, pour des mesures de sécurité, là, et pour un bon contrôle, il faut toujours veiller à une séparation des fonctions entre le commercial, celui qui reçoit l'acceptation et le traitement de la commande, celui qui fait la sortie et l'expédition, c'est-à-dire la sortie du stock et la livraison également, celui qui fait la facturation et celui qui fait l'imputation des comptes, c'est-à-dire l'enregistrement. Et donc, parmi les mesures aussi, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, l'émergement par le client du bon de livraison, qui est également prénuméroté. Et donc, pour s'assurer que la livraison
été faite et également pour que le service de la comptabilité puisse établir la facture. Euh, un deuxième ou bien un autre point, c'est celui de définir une procédure spécifique pour les émissions des avoirs. Donc là, il faut formaliser ou bien faire une note qui concerne les émissions des avoirs et quand est-ce possible. Par exemple, comme on a dit tout à l'heure, lorsqu'il y a le retour de la marchandise, évidemment, ça donne automatiquement la naissance d'une facture avoir. Mais dans le cas où on fait des réductions commerciales, dans ce cas, il doit y avoir une note qui peut structurer ces réductions ou bien l'octroi de ces réductions pour les clients. Également, il faut procéder à un rapprochement permanent entre le journal des ventes et la comptabilité, c'est-à-dire les comptes, les comptes individuels des clients. Donc là, il faut procéder toujours à un rapprochement. Alors, les assertions concernées, ou bien ces risques qui peuvent peser sur les assertions suivantes, l'exhaustivité des factures émises et les factures enregistrées. Donc, on sait très bien que toutes les opérations de vente doivent être enregistrées. L'existence des créances clients et du chiffre d'affaires en cas d'existence de factures non justifiées. Donc là, c'est aussi la vérification de la valeur ou bien la mesure. L'évaluation des créances clients. Donc là, c'est également déjà, pardon, la première, c'est l'existence dans le cas où il y a des factures, c'est-à-dire des créances qui sont enregistrées, mais en l'existence des factures qui ne sont pas justifiées. L'évaluation des créances clients, donc la vraie valeur ou bien mesure des créances clients. Et enfin, la séparation des exercices, c'est pour s'assurer de la spécialisation du principe de la spécialisation des exercices. Bon, pour dernier point, celui du suivi des comptes clients. Donc, il a comme objectif, c'est garantir que les comptes clients sont correctement suivis. Les retards de règlement font l'objet de relances rapides. Les litiges commerciaux sont rapidement identifiés et traités et que les créances douteuses traduisent correctement le risque de non-recouvrement. Donc là, ce sont les principes qui peuvent, ce sont les objectifs qui doivent être visés par le suivi des comptes clients. Alors, les risques potentiels. Un suivi défectueux du compte client peut entraîner quoi? Automatiquement, un retard dans la procédure de relance des clients. Parce que si on ne suit pas les comptes clients, donc on ne peut pas détecter les clients qui n'ont pas encore payé. Et bien sûr, et dans ce cas, automatiquement, et on va toucher un retard dans la procédure de relance. Ce qui va se répercuter sur le compte client. Donc, on va se trouver avec le manque de clarté dans le compte. Également, la non-détection de retard de règlement. On va pas détecter il ne va pas y avoir la détection dans les retards de règlement parce qu'on ne suit pas les comptes clients. Et dans le cas, toujours dans le même sens, on ne peut pas toucher les clients, bien, on ne peut pas sélectionner les clients défaillants et dans ce cas, il va y avoir un mauvais calcul de dépréciation des créances douteuses. Pour les mesures usuelles du contrôle interne, dans ce cas, il faut procéder à une analyse régulière des comptes clients. Il faut relancer systématiquement des clients présentant un retard de paiement. Il faut procéder ou bien veiller à une séparation des tâches de suivi et de relance et également la personne chargée de calcul de la dépréciation des créances clients.
Alors à ce niveau, donc automatiquement, ces risques, ils pèsent sur les assertions suivantes. C'est sur l'existence des comptes clients et également sur l'évaluation, la valeur, l'estimation via la vraie valeur des créances clients. Et donc, à partir de là, donc, on a terminé l'évaluation du contrôle interne du cycle client-vente. Merci.